définition de la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? Grande problématique au Cameroun. C'est au nom de cette souveraineté que beaucoup de centralisateurs qui refusent la décentralisation pensent que la souveraineté, d'après leur compréhension de la souveraineté, impose de centraliser un certain nombre de choses. Véritable malentendu. La souveraineté, ce n'est pas du tout ça. Parce que l'article 2 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. C'est ça, le Léviathan moderne. C'est l'auto-institution de la souveraineté par le peuple sur un territoire. Donc, en évitant toute intervention transcendante, à l'époque c'était Dieu qui incarnait, qui décidait. Mais le pouvoir est une question humaine. C'est un peuple qui décide d'instituer sa république, de désigner l'un parmi les siens pour diriger, ou les uns parmi les siens. La constitution de l'État. Oui, mais c'est très important, parce que après il y a confusion entre souveraineté et, j'allais dire, suzeraineté à tous les niveaux de l'État. J'ai pas compris, vous pouvez reprendre. Suzeraineté, c'est-à-dire le suzerain qui pense que, le roi qui pense que, on a une succession de rois télé qui pense que la souveraineté est personnelle. Que c'est eux qui incarnent la souveraineté. Or, ce n'est pas ça la souveraineté. La souveraineté est immatérielle, c'est la souveraineté du peuple. C'est, comme disait Rousseau, c'est une sorte de corps humain artificiel. Avec l'État devient un corps humain et la souveraineté, c'est l'âme de ce corps humain du peuple. Et donc, il faut se détacher et on a du mal à se détacher de cette personnalisation du pouvoir. C'est lorsque vous avez des conflits, comme vous avez projeté tout à l'heure, c'est l'excessive personnalisation du pouvoir. Les gens ne se détachent pas et ne considèrent pas qu'en réalité, la souveraineté, qui est l'âme de la République, c'est le peuple. Et donc nous sommes au service de cette souveraineté et c'est la nouvelle forme de patriotisme qu'exige la décentralisation. Moi, j'estime aujourd'hui d'ailleurs que qui refuse la décentralisation est antipatriote au Cameroun, dans le contexte actuel. Et j'ai pris l'exemple de Gaulle parce que lorsqu'il a déclenché ce processus, vous vous souvenez, les résistants ont fait qu'il perda le référendum. Il a démissionné. Mais l'histoire après lui a donné raison. Il fallait le faire. Parce que de Paris, on ne pouvait plus tout gérer. De Gaulle au Cameroun, peut-être. De Paris, on ne pouvait plus gérer les lycées et les écoles. De Paris, on ne pouvait plus gérer les affectations d'instituteurs. De Paris, on ne pouvait pas gérer les réseaux de transport au niveau de chaque commune. De Paris. Donc, il fallait décentraliser. Nous en sommes là. Moi, sur le terrain, j'ai des centres de santé. Les infirmiers ne sont pas présents partout. Vous avez vu circuler récemment des actes d'un préfet dans le Foumou, justement. On en parlera. Il y a des écoles, pas d'instituteurs, mais vous avez des délégations départementales, des inspections d'arrondissement, où vous avez des centaines d'instituteurs qui n'ont même pas où s'asseoir, mais qui sont payés par l'État chaque mois. Et que le DRH, que ce soit du ministère, que ce soit de l'éducation de base au niveau central, ne peut pas s'assurer de la présence effective de tout ce monde sur tout le territoire national. Donc, il y a un problème de fond et c'est pour ça qu'il faut décentraliser. Ne pas le faire, c'est tuer le Cameroun. Et je le dis vraiment de façon terre à terre, c'est tuer le Cameroun. Et on est conscient qu'il y a des intérêts et de pouvoir, de gestion des ressources qui créent ces résistances. Mais je veux dire, quand on est patriote, on se met au-dessus. On estime que c'est tel comportement, c'est telle attitude qui peut faire en sorte que demain, le Cameroun soit ce que nous souhaiterions. Mais je dis sur le terrain. Pourquoi? Parce que quand moi j'assiste aux réunions dans les ministères, je le dis de plus en plus. Vous allez au premier ministère, vous allez dans tel ou tel ministère, je dis à ces hauts fonctionnaires, je suis de plus en plus conforté à l'idée que beaucoup de nos hauts fonctionnaires
vivent comme s'ils ne vivaient pas au Cameroun. Et pourquoi? Mais parce que ce que nous observons sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients. Dans ces luttes de prérogatives, d'avantages matériels, des ambitions parfois relevant de la vanité, j'ai l'impression que, ambition personnelle, enrichissement personnel et tout ce qui accompagne tout ça, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'est le Cameroun aujourd'hui sur le terrain. Ou alors ils ne veulent pas l'être. Non, je pense qu'ils ne sont même pas conscients parce que si je vous demande, il n'est pas, moi quand avant même d'être maire, en tant qu'élite locale, il m'arrivait régulièrement de m'arrêter devant une école publique, d'entrer, de voir comment ça se passait à l'intérieur. Je pense que très peu de cadres camerounais, y compris ici en ville, je peux vous mettre au défi, n'ont pas mis les pieds dans une école primaire, puisque leurs enfants n'y vont pas, dans une école primaire publique de Yaoundé. Moi, je me suis arrêté à 2 ou 3 pour voir, j'entends des bruits pour voir ce qu'il y a dedans. Très peu savent ce qu'il y a dedans. Très peu. Très peu savent ce qu'il y a dans un centre médical d'arrondissement de santé. Très peu savent ce qui se passe dans un hôpital de district. Très peu. Et je pense que cette réalité qu'ils ignorent favorise peut-être un certain nombre d'attitudes que je qualifie d'antipatriotes. Il faut clairement dire sur le plan politique qu'il y a des ministres qui refusent la décentralisation. Qui refusent? Qui refusent. Lesquels? Pourquoi? Parce que le Premier ministre a à plusieurs reprises sommé avec des délais précis un ensemble de ministères qui jusque-là traînaient les pieds pour par moment signer l'arrêté ou alors préparer un projet de décret, parce que ce n'est pas le Premier ministre qui prépare, ça se fait, c'est le ministère qui propose et ensuite le Premier ministre avec les équipes du ministère peaufine et le décret aboutit. Donc il y a eu plusieurs, moi je pense que lorsqu'on a été élu en 2020, j'ai vu circuler une sorte de rappel à l'ordre du Premier ministre pour que les ministères qui traînaient, mais beaucoup de ces ministres ont mis ça à la poubelle, ne se sont pas exécutés jusqu'à présent. Pour ce qui est des transferts de compétences de ressources aux communes, vous remarquerez que les ministères qui n'ont pas beaucoup de ressources sont les ministères exemplaires. Lesquels? Par exemple, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, je pense, c'est l'un des ministères qui est parfait en matière de décentralisation. C'est moi le maire qui gère jusqu'au budget de fonctionnement et transféré. Les centres de promotion des femmes, les recrutements du personnel de ces centres, ce sont des cartons. Et vous a transféré combien cette année? Ça dépend de l'ampleur des centres. Quand je dis budget de fonctionnement, ça veut dire que si je pense que le centre de Ngoumoua a une quinzaine de personnels, donc c'est le maire qui les paye. La directrice, ses missions, son budget de fonctionnement, petit matériel, c'est le maire qui s'en occupe. Donc, au niveau du ministère des Affaires sociales, qui n'a pas un gros budget aussi, c'est pareil. Le ministère des PME, par exemple, qui n'a pas un gros budget, nous recevons régulièrement les artisans, les appuis à ces artisans, c'est à la mairie que ça se décide. Donc, les ministères qui ont de grandes ressources et récalcitrants et qui ont un rôle stratégique en matière de développement, vous comparez l'éducation de base, l'enseignement secondaire. L'éducation de base, c'est un processus. Ce ministère n'est pas arrivé à terme du transfert. Lorsque j'ai pris la parole, c'est que il fait déjà beaucoup plus. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et encore, par exemple, une bonne partie de l'investissement dans les écoles primaires, maternelles, qui reste centralisé, ce qui ne devrait pas. Mais une partie significative est déjà transférée. Ce qu'on demande, c'est que le processus démarre. Lorsque vous prenez le ministère des enseignements secondaires, là, il y a deux problèmes, parce que j'ai soulevé. C'est le refus de la décentralisation. Moi, j'ai dit refus parce que
c'est très insignifiant ce qui est transféré. Or, la principale activité du conseil régional, parce que les gens ne s'imaginent pas ce que c'est qu'un conseil régional, vu les compétences qu'on a transférées, l'enseignement secondaire et la formation professionnelle, sont les principales attributions des conseils régionaux. C'est-à-dire que c'est ça l'activité principale des conseils régionaux. À terme, ça devrait être au moins 70% de leur budget. En dehors de l'entretien routier. Si vous vérifiez en France, ou en France, c'est le modèle que nous avons, le budget des enseignements secondaires, des lycées et collèges et de la formation professionnelle, c'est en moyenne 50-60% des budgets des conseils régionaux en France, ce qui est énorme, hors budget fonctionnement de ces 10 conseils. Donc, là, quand on en est à... Monsieur le maire, je vous dis par rapport à... Vous gardez le micro. Quand il s'est agi du ministère de l'enseignement secondaire, vous avez donné les noms. Est-ce qu'en dehors du ministère, il y a d'autres ministères qui ne... Ça permet aussi de bousculer les autres. Mais on en parle tout le temps. Si vous prenez le ministère des Travaux publics, vous envoyez combien non. Le tout premier ministère a procédé au transfert. C'était ce ministère parce que le ministre Ambassa était un ancien maire. Il est parti de la mairie et il connaissait les pommes de terrain. Il a mis 37 millions systématiques à toutes les mairies. Et l'année où il partait, 27 millions. L'année où il partait, il avait prévu de doubler dans le projet de budget initial à 54 et ainsi de suite. Mais depuis qu'il est parti, ça n'a pas bougé. On s'est rendu compte que 27 millions étaient insignifiants. Donc, actuellement, à juste titre, depuis l'année dernière, le ministre des Travaux publics a estimé qu'il fallait mutualiser avec le fonds routier et faire en sorte. Mais le résultat, c'est que certaines mairies, à un moment, n'ont rien. Moi, j'ai reçu 65 millions cette année. Et je n'ai rien reçu du MINTEP l'année dernière. L'année d'avant, j'avais plutôt eu... Vous n'avez rien reçu du MINTEP pendant un an? Oui, j'ai pas reçu, j'ai rien reçu. L'année d'avant, j'avais reçu le fonds routier, donc c'est alternativement. Donc, ça pose un problème parce que chaque année, il y a 2 grandes saisons de pluie. La plupart des routes communales ne sont pas bitumées. Et si vous passez 2 ans sans crédit, quand on revient, toutes les routes de la commune sont coupées. Personne ne circule plus. Toujours dans ce ministère, vous verrez que le cantonnage simplifié, défriché tout simplement, ou alors avec des travaux confortatifs, comme ils appellent, avec des engins, ce cantonnage a été recentralisé. Et je trouve cela aberrant, je l'ai posé comme problème. Je trouve aberrant que ce soit du cabinet du ministre des Travaux publics qu'on décide de défricher la route nationale qui passe à Ngoumou, ou à Ezeka, ou à Boumiébel, je ne sais pas où. Je crois que la commune, avec les comités de l'entreprise Kotko le fait très bien sur le tracé du pipeline. Les populations riveraines le font, ils décentralisent. Et le pipeline est plus propre. Je suis passé hier chez moi, le pipeline est beaucoup plus propre, alors qu'il traverse la brousse, est beaucoup plus propre que la route nationale où les usagers se partagent avec les piétons et tout. Donc, ça pose un problème sérieux. Et je pense qu'il faut copier. Parce que nous avons de bons textes, mais la pratique... Il y a un problème. Vous gardez le micro parce que, comme je l'ai dit, on va essayer d'avancer au fur et à mesure. Avant de parler de la loi sur la fiscalité locale qui sera examinée au Parlement, je sais qu'on examine ensemble les rapports entre les maires et les sous-préfets. Et vous gardez le micro parce que après votre sortie qui a été virale sur la toile, il y a eu la première réaction du ministère qui vous a répondu. Est-ce que vous avez finalement reçu la réponse du ministre? Je l'ai reçu physiquement le 18, 4 jours après. 4 jours, alors qu'est-ce qu'il y a sur la toile? Oui. Et puis la lettre du préfet, vous l'avez reçue au moins? Je l'ai reçue le vendredi. J'ai l'impression que les 2 lettres sont parties le même jour, les 2 correspondances. Mais malheureusement, celle du préfet a été publiée, je ne sais par qui, 5 ou 6 jours après. Bon, celle du préfet... Mais au moins, vous l'avez reçue avant qu'elle soit publiée. Je l'ai reçue largement avant. Je voulais préciser que je n'ai
que ce soit Madame le préfet, toutes les autres autorités administratives. Je n'ai jamais eu un problème avec aucune autorité. Et je fais partie de ces maires républicains qui pensent que il ne faut pas personnaliser le pouvoir. Il y a les lois, la République, ce sont les lois. Il y a des institutions. L'institution, ça veut dire que c'est détaché. C'est vous qui avez le micro. Je voulais juste vous lire un extrait de la lettre du préfet et on va examiner ensemble avec des experts sur le plateau si le préfet doit parler ainsi, parce que vous êtes maire, élu. Ce sont vous parlez tout à l'heure des auteurs dans la construction de l'État, vous avez parlé de Hobbes, Rousseau, je crois bien, de Rousseau et de Hobbes, vous avez évoqué Léviathan. Léviathan, c'est bien Hobbes, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, dans la lettre, qu'est-ce qu'il dit? Du reste, je me bornerai à vous rappeler qu'en tant qu'autorité de tutelle, que vos états de service à la tête de l'institution que vous dirigez ne vous rendent pas nécessairement crédible dans une posture et donneur de leçons. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que le préfet de Ngoumou se substitue au peuple qui vous a choisi. Donc il vous juge déjà. Comment est-ce que vous réagissez à cette sortie d'abord du préfet? Est-ce que dans votre état actuel de maire, vous trouvez normal qu'un préfet vous donne des ordres? Je pense qu'il y a un problème au Cameroun. Et la démocratie, un processus politique. J'ai apprécié ce que Serge a dit. Le président de la République lui-même l'a dit à plusieurs, d'approfondissement de la démocratie, donc de libéralisation de la vie sociale. Et il y a la vie administrative et la vie politique. Ce sont deux choses différentes. Et le problème qui se pose aujourd'hui en matière de décentralisation, c'est que les deux s'entremêlent. Moi, je suis un homme politique. Je suis un élu. En démocratie, on estime que la souveraineté du peuple, sont ces élus qui l'incarnent. Et donc, nous ne sommes pas dans le même monde, dans le même couloir. L'homme politique propose, défend les populations, fait tout pour que la souveraineté de l'État qui repose sur ces populations vive, grandisse, se consolide. Il n'y a pas de souveraineté lorsqu'il y a injustice sociale, lorsque les populations ne se connaissent plus, ne se sentent plus représentées. Donc, ce paragraphe malheureux, je pense que j'ai répondu, j'ai eu à répondre indirectement en matière d'éducation. En matière d'éducation, parce que nous sommes là en matière d'éducation. Et Madame le préfet est bien placée pour connaître ma philosophie en la matière. Parce que quand j'ai été élu maire, lors d'une réunion plénière, justement, de choix de répartition des budgets transférés par le ministère de l'Éducation de base, alors que la représentante du dit ministère voulait m'imposer des constructions, je leur avais dit devant Madame le préfet que je ne construirai plus une seule salle de classe de l'école primaire tant que les anciennes ne seraient pas réhabilitées. Et je leur avais posé la question à toute l'Assemblée ce jour, les fonctionnaires, qui de nous pourrait accepter que son enfant entre dans les taudis que je vois en guise d'école primaire? C'est la question que je leur avais posée. Et que, personnellement, je ne pourrais pas construire en laissant des jeunes enfants. Je suis arrivé, les écoles maternelles, aucune n'était construite. Ce sont les plus fragiles, 3, 4, 5 ans, qui sont dans des salles tellement délabrées. Et ça c'est le rôle de l'élu, j'avais privilégié la réhabilitation avec effectivement ce côté sensible qui me caractérise en matière d'éducation. Et ce paragraphe est en contradiction avec le rôle que je joue dans ma commune, dans mon arrondissement, avant même que je ne sois maire. Je pense que même en étendant au niveau départemental... Là, c'est une attaque personnelle, hein? Non, puisque nous parlons d'un domaine. Je pense que dans la Meufouakono ou en Goumou, je suis très bien placé pour donner des leçons dans ce domaine, par rapport à mon investissement personnel, par rapport à ce que j'ai fait même, mes orientations depuis que je suis maire. Donc, et ça, c'est une intrusion dans la sphère politique. Moi, je suis pour la séparation. Le problème politique même majeur au Cameroun, c'est que
Et c'est notre président national à un moment avait besoin de renforcer l'institutionnalisation de l'État, mais je pense que dès 90 on devait revenir, parce qu'il n'est pas possible de démocratiser si l'administration demeure juge et partie. Il faut démocratiser en rendant la politique aux politiques. Moi, je ne fais pas de confusion. Je ne me mets pas à la place de l'administration. Je suis un acteur politique et la direction de l'État au Cameroun, dans les années à venir, c'est la problématique majeure. C'est la problématique majeure de penser que la direction de l'État est fonctionnalisée et administrative purement. Qu'on peut faire une carrière administrative de sous-préfet à président de la République. Ce n'est plus possible en démocratie. Ce n'est plus possible. Qu'on peut faire une carrière administrative de sous-préfet à ministre. Ce n'est pas automatique en démocratie. Je pense que la fonction politique en démocratie est une fonction où le peuple choisit qui il veut à des niveaux de fonction où on élit. Et il y a ce problème majeur. Et c'est la mutation qu'il faut opérer. La mutation qu'il faut opérer. Mais ce que vous venez de dire est tellement révolutionnaire parce que c'est la mutation qu'il faut révolutionner. Je pense que c'est assez fort aujourd'hui.